Salut les amis, aujourd'hui nouvelle petite émission, on est à quelques jours du Grand Prix de Bahreïn et on a décidé justement d'être au cœur de l'actu et surtout de vous parler d'un pilote français qui est à suivre en marge et des courses de F1, mais bientôt peut-être on aura l'occasion de débriefer ces courses au pinacle du sport automobile. C'est Théophile Naël, pilote en Formule 3 cette saison. Théo, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va super. Je suis très très content de pouvoir échanger un petit peu avec toi. Nous en fait, on se rappelle que on s'était croisés au dernier stage FFSA. On avait fait une vidéo justement, et bien sûr sur tous ces Français qu'on pouvait découvrir l'année dernière en Freca, parce que tu étais en Freca l'année dernière. Et c'est vrai qu'on s'est Exactement. super bien entendu directement. Et je sais pas, il y a un feeling qui est passé. Et c'est vrai que tu es un personnage qu'on a suivi, qui nous a pas mal fait vibrer aussi sur la dernière saison de Freca. Pour remettre le truc justement un peu en perspective. Je me rappelle que la première chose qu'on avait dit pour te présenter, c'est que tu es un Stéphanois de sang, de cœur, et que même Saint-Étienne t'a suivi parce que quand tu es arrivé en monoplace, tu es arrivé avec Saint-Éloque, une écurie stéphanoise. Exactement. C'est ça, ouais, bah, c'est comme tu as dit, depuis qu'on s'est vu, moi aussi, je garde contact avec toi, j'essaye de regarder ce que vous faites, je suis ça de près et ça m'intéresse. C'est cool, voilà, cet échange qu'on a. Et puis, bien sûr, toujours stéphanois de cœur, le cœur vert. Voilà, dès que je peux regarder les matchs stéphanois, je suis toujours présent. Dès que je suis sur Saint-Étienne, je vais au match. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est un signe. Assez symbolique et il n'y a pas beaucoup de pilotes stéphanois, il n'y en a pas eu vraiment depuis Alain Prost, donc c'est toujours génial. Ah, exactement, ça montre la culture un peu aussi également de la région. Quand on est à Saint-Étienne, justement, comment on bascule dans le sport automobile? Alors, de mon côté, je suis parti à Actua, au circuit de Lyon, à Saint-Laurent-de-Mur. J'ai fait une école, c'était la Driver Kart Academy, ça s'appelait à l'époque. Voilà, et c'est eux qui m'ont fait rouler, qui m'ont permis de commencer le sport auto en karting. Donc voilà, c'est plutôt du côté de Lyon pour moi. Ouais, ok, d'accord. Chez l'ennemi, mais t'inquiète pas, on va y revenir, on va en parler. Voilà, mais c'était que pour le karting. Alors justement, je parlais de ta saison de Fréca. La dernière fois qu'on s'est croisés, justement, tu découvrais entre guillemets cette formule de promotion avec Saint-Éloque qui t'avait déjà accompagné. On le rappelle parce que tu as un parcours un peu atypique en fait. Après le kart, toi, t'as pas fait le choix de partir sur la F4 France. Tu es parti en Espagne où tu as fait 2 saisons et tu as été champion en fait au bout de la deuxième saison. Si tu peux nous rappeler justement ce choix qui est assez original, qui est peu banal en vrai. Ouais, c'est vrai que tout le monde était un peu étonné de ce choix, mais écoute, on a décidé de se lancer avec Saint-Éloque, donc une équipe locale pour moi. Euh, voilà, c'est le patron, c'est un ami et il m'a fait confiance. On a tout donné pour pouvoir remporter ce championnat en Espagne. Donc j'avais fait 4 courses, il me semble, en 2022. Donc c'était le début de l'équipe, le début pour moi en monoplace aussi, donc le temps de tout apprendre. Et on a vu que dès 2023, au début, on avait le potentiel d'y arriver. Et puis on a tout mis bout à bout. Et donc pour une première saison avec une équipe rookie et un pilote rookie, c'était assez incroyable. Et avec un pilote stéphanois et une équipe stéphanoise en plus qu'il faut souligner. Ce programme est sponsorisé par NordVPN qui soutient First Team depuis longtemps. Sur FT Sport, on débriefe toutes les disciplines et on sait comme c'est dur d'avoir les chaînes pour suivre toutes les compètes. Et c'est là que NordVPN régale, puisqu'avec tu vas pouvoir regarder des compétitions gratuitement. Par exemple, tu peux regarder la saison de Formule 1 en changeant ton emplacement virtuel et en te localisant en Belgique. Au-delà du sport, tu peux aussi profiter de NordVPN pour chiffrer ton activité sur Internet et ainsi protéger la confidentialité et tes données pendant ta navigation. Le tout sur 10 appareils différents en simultané, y compris sur les Apple TV et Android TV pour changer ton adresse IP directement sur ta télé. Alors dès maintenant, il y a une offre dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef. De ce titre de champion de F4. Donc, tu arrives en Fréca, on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu. Justement, raconte-nous, parce que c'est quoi le bilan que tu fais de cette saison en Fréca? Tu nous avais expliqué à l'époque que Saint-Éloque, c'était justement un jeune team qui n'avait pas non plus une énorme expérience de la formule. C'est quoi le bilan que tu tires? Et après, on reviendra sur un moment important parce que après qu'on s'est croisés, tu as quand même réussi à gagner dans des conditions particulières.
Alors, le bilan que je peux retenir de cette saison, c'est vraiment, ça m'a permis d'évoluer en tant que pilote. Ça a été une saison très, très compliquée, notamment la première partie de saison jusqu'au Paul Ricard. On a vraiment eu du mal. Ça a vraiment pas été facile. Voilà, il y a eu des moments de doute, forcément, des moments où voilà, on se reposait des questions sur est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on va y arriver un jour dans cette saison. Voilà tout ça. Et puis on a bossé pendant la trêve, l'été, et on a changé. Il y a eu des changements dans l'équipe aussi qu'on fait du bien pour l'esprit de tout le monde. Et puis ouais, on a réussi à décrocher un podium et une pole, enfin une victoire et une pole position à Monza. Donc c'était juste super. Mais c'est vrai qu'en tant que pilote, ça m'a vraiment permis de d'évoluer et de voilà, pas se frustrer, de travailler, de pas lâcher et tout ça. Ouais. Cette performance-là, en tout cas, et cette fin de saison, est-ce que ça a changé le regard sur toi? Je pense que oui, je pense que ça m'a ouvert des portes sur plusieurs choses. Après le regard, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a ouvert des portes qui ont été importantes pour cette saison. C'est là que commence à s'amorcer, on va dire, ta bascule vers la F3, parce que ça, on l'a dit, cette saison, tu as fait le saut vers la F3 FIA avec le team. Alors, excuse-moi si je l'écorche, parce que c'est très, très compliqué. Le C'est Van très très Amersfoort compliqué. Racing. Ouais, c'est Raconte, pas mal. ouais, c'était pas mal. Justement, raconte-nous comment ça s'est fait avec le team, comment tu as pu activer justement le bouton du passage en F3. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais préparé, que tu avais prévu? Alors, vu la première partie de saison, c'était pas forcément quelque chose que j'avais prévu. Mais dès qu'on a commencé à marcher fort après la trêve, et qu'on a vu qu'on marquait des points régulièrement, qu'il y a eu une victoire. Cette victoire m'a beaucoup aidé pour ça aussi, pour m'ouvrir cette opportunité en Formule 3. Déjà, ça a commencé avec les tests de fin de saison de Formule 3, voir voir comment ça se passait, découvrir le team et tout ça. Euh, et puis on s'est lancé avec VAR, en simplifié. Et écoute, très content pour le moment. Comment ça se passe quand c'est comme ça? On a dit, tu as t'as performé en Freca, ça t'a ouvert des portes, ça a tiré la lumière en tout cas sur toi. À ce moment-là, tu avais plusieurs possibilités de baquet. On imagine que aussi la part de budget à amener permet aussi de faire un choix. Il y a des choix qui sont plus faciles, enfin des destinations plus faciles que d'autres. C'était quoi, toi, un peu la palette des choix à ce moment-là? Ouais, alors il y a eu plusieurs choix. Après, c'est vrai que voilà, la F3, ça reste un montant assez élevé. Et voilà, c'est vrai que depuis la victoire au Red Bull Ring, on avait vraiment poussé les partenaires à en chercher pour pouvoir décrocher cette place en F3. Euh, et puis et puis ça s'est fait. On a réussi à trouver. Voilà, après, comme tu dois le savoir, on est toujours à la recherche de partenaires et c'est jamais parfait, mais oui, cette victoire m'a aidé et on a pu pousser un peu les partenaires pour déclencher ce siège en Formule 3. Euh, du coup, le team, qu'est-ce qui t'a plu, en tout cas chez VAR? Comment tu pourrais nous décrire justement un petit peu cette équipe qui est pas forcément très connue, on va dire, des suiveurs français, et notamment ceux qui sont focus sur la Formule 1? Alors, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que déjà en Formule 3 cette année, toutes les voitures ont changé. On est parti sur des toutes nouvelles voitures. Leur performance en Freca était très très bonne. Pour moi, ils avaient des très bonnes voitures, notamment en F4, c'est pas trop mal. Et puis, quand je suis monté faire mon baquet et tout ça pour les essais, j'ai vraiment vu que voilà, les Hollandais, ils ont une, une, un boost pour le travail et tout ça. Ils aiment ça, ils aiment le sport auto et ils donnent tout pour que ça performe. S'il faut rentrer à 22 heures, les mécanos, ils rentrent à 22 heures. Enfin, voilà, ils sont là à 7 heures. Les mecs, c'est des bosseurs. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, bah voilà, ils bossent. Si je bosse, on va réussir à faire quelque chose de bien. Toi, t'es amené justement à aller régulièrement là-bas aux Pays-Bas pour aller à l'usine, ou tout se fait un petit peu à distance? Non, j'essaye d'y aller avant de chaque course. Donc, on a des journées de simulateurs prévues, des meetings pour préparer le run plan, comment ça va se dérouler, si on a des idées à apporter pour améliorer la voiture et tout ça.
euh, aussi pour que on se connaisse, pour que moi et mon ingénieur, on ait une parfaite communication, qui est très important et primordial, je pense, en Formule 3 quand il y a très peu de roulage, on va dire. Donc ouais, ça m'arrive d'y aller régulièrement. Ouais. Ça doit quand même te changer, quoi, parce que on disait tout à l'heure, t'es stéphanois, t'es arrivé en monoplace dans une écurie stéphanoise, et là, tu pars, alors même si le pays est pas très, très éloigné, quand même, ça reste à l'étranger, dans une culture différente, même si, bon, j'imagine que tout le monde parle anglais au sein du team, ça doit te bousculer, tu sors de ta zone de confort un peu, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, à Saint-Éloque, je pouvais y aller en vélo. C'était vraiment à côté. J'étais habitué à y aller en vélo d'ailleurs. Mais donc ouais, ça change un peu plus. Mais voilà, après, l'esprit dans l'équipe reste le même. Les Hollandais c'est très familial. J'ai beaucoup aimé aussi leur approche. C'est vrai que c'est pas le plus beau pays malheureusement, mais en tout cas pour le sport auto et la culture là-bas est présente. Raconte-moi un peu comment ça change un peu le gap, tu vois, entre la Freca et la F3. Parce que mine de rien, rien qu'en termes de contexte, tu roules en marge quand même des grands prix de Formule 1. On imagine que ça ne doit pas du tout être, on va dire, le même environnement que celui que tu avais que tu avais côtoyé ou que tu avais connu par le passé, quoi. Non, c'est vrai que tout change. Quand je suis arrivé en Australie, voilà, c'est vraiment une source de motivation. Ça a toujours été un objectif d'arriver en Formule 3 depuis que je suis petit. Je regarde les courses sur le canal et tout ça. C'est vraiment un rêve à Melbourne. D'ailleurs, les Australiens sont à fond avec le sport auto, donc ça, c'est génial. Mais niveau voiture et tout ça, c'est sûr que ça fait un gros step. Surtout que le problème, c'est qu'on a très peu de séances d'essai avant la saison. On a fait 3 jours à Barcelone. On a eu de la chance qu'il y a eu un peu de pluie, un peu de sec, donc ça nous a permis de bien découvrir la voiture, se sentir à l'aise. Mais c'est vrai que le gap est assez gros, surtout sur comment utiliser tout le jus du pneu en qualif, faire un tour, on va dire, à 90%, parce que faut pas se mettre à la limite, faut finir le tour, il faut qu'il soit rapide, il faut que ce soit simple et rapide. Et voilà, c'est ce qu'on cherche avec l'équipe. Après, c'est facile à dire, bien sûr, mais quand on est dans le trafic avec 30 voitures en piste, c'est toujours délicat. Justement, tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure. Tu as parlé de cette nouvelle réglementation là pour les F3. Est-ce que c'est pas quelque part un avantage aussi pour un rookie comme toi, dans le sens où tu repars à zéro, enfin entre guillemets, ceux qui ont de l'expérience, qui ont déjà connu une ou plusieurs saisons de F3 sur la grille, eux repartent à zéro au même titre que toi, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça, dès que la deuxième partie de saison en Freca s'est bien passée, je me suis dit, voilà, si on arrive à trouver un baquet en F3, faut y aller. Écoute, les voitures changent, c'est le moment. C'est pour ça on a tout poussé pour y arriver. Et c'est vrai que du coup, on arrive à être, enfin, pour le moment, aussi rapide que des mecs qui sont là depuis 2 3 ans. Et donc, ouais, c'était le bon moment pour arriver et pour apprendre. Comment tu t'es préparé justement là, à l'intersaison? J'imagine qu'il y a dû avoir aussi une prépa physique, parce que tu disais que c'était quand même un gap, même en termes de perfo, qui était vraiment au-dessus. Tu as travaillé quoi? Certains muscles différemment? Comment même peut-être que tu as fait du travail mental? Je sais pas comment. C'était quoi ta préparation hivernale, quoi? Ouais, c'est vrai que la première fois que je suis monté dans la F3 aux essais de fin de saison l'année dernière, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le frein. Donc on peut mettre vraiment beaucoup de force. On appelle ça des barres dans le frein. Et j'avais un peu du mal à freiner fort. Voilà, c'est vraiment un gros step là-dessus. Et donc je me suis préparé vraiment tout l'hiver, focalisé sur la pression que je peux mettre au niveau du frein, aussi le coup. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je suis habitué de faire régulièrement, même depuis l'Africa ou quoi. C'est vraiment quelque chose de quotidien pour moi de m'entraîner le cou, tout ça, le gainage. Mais c'est vrai que la jambe, j'avais pas forcément pensé que j'allais galérer là-dessus. Mais au final, je me suis préparé l'hiver et maintenant, il n'y a plus de problème. Au-delà du travail physique, comment on se prépare à appréhender ce genre de voiture? Parce que comme tu l'as dit, bah forcément, j'imagine que ta technique de frein est complètement différente, la manière de gérer l'accélération, la manière de gérer surtout, tu l'as dit, les pneus. Ça passe par quoi? C'est du travail théorique? J'imagine que c'est des échanges aussi avec tes ingés. Ouais, c'est du travail théorique. On a beaucoup de travail sur simulateur là-dessus déjà. Notamment des circuits qui changent. La technique peut changer aussi. Elle change dans chaque virage, on va dire.
que ce soit un virage rapide, lent, où la technique est différente, alors qu'en Freca, c'était assez similaire là-dessus. On a aussi comment dire, des throttle maps sur le volant avec plusieurs phases d'accélération différentes du moteur, en fait, comme ça, on peut gérer sur le volant et si on change, ça se change directement. Et ça, c'est des outils qu'on peut utiliser si on a besoin pour différents virages, etc. Donc, ouais, c'est vrai que ça se professionnalisme vraiment bien, cette voiture. Ouais, tu m'étonnes. Mais en fait, tu te rapproches un peu des standards F1, quoi, de la gestion même du pilote F1, C'est c'est-à-dire ça, ouais. gérer tes pneus, les températures, les cartographies, enfin ce genre de choses, quoi. Exactement. Mm. Ok. Exactement. Ouais. C'est vraiment une bonne école et ça se rapproche vraiment de la Formule 1, surtout ouais, sur comment gérer un push, le cool, les pneus, la température, que le pneu soit vraiment dans la bonne fenêtre pour pousser. Voilà. Et si tout ça n'est pas aligné, qu'on manque un peu de frein pendant la chauffe du pneu ou qu'on en met un peu trop de vitesse, et ben, on peut tuer notre qualif là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est délicat, mais c'est quelque chose qui me plaît. J'ai toujours aimé euh, chercher les détails. T'as raison. C'est le diable se cache dans les détails, on dit. Les vieux monsieur comme moi disent ce genre de proverbe, et t'as raison. C'est super important. Justement, parlons de tes débuts qui ont été brillants. Tu fais troisième en qualif à Melbourne pour le premier meeting. On t'a vu incisif. Je peux te le dire parce que je t'ai même envoyé un message. J'essayais de ne pas dormir pour attendre la Formule 1. J'ai vu qu'il y avait la F3. J'ai fait OK, ça va être royal. Et je t'ai vu incisif dans une course qui n'était pas forcément facile, où tu es allé chercher des points, on va dire, très précieux. Le lendemain, des conditions dantesques. Je crois que la F2 d'ailleurs avait été annulée juste C'est après, exactement ça. juste après vous. Là, tu obtiens ton premier podium pour ta première course principale. Tu t'attendais vraiment à ce niveau de performance d'un point de vue perso et d'un point de vue auto aussi? Alors, perso, pas forcément. Je m'étais pas vraiment fixé un objectif. Vraiment, pour moi, c'est d'apprendre. Je suis rookie. C'était vraiment d'apprendre, faire un départ, gérer les courses, gérer les pneus. Donc, j'étais assez surpris en qualif quand je vois après le premier run que je suis P1. Bon, ok, il y a le rythme, mais on peut y arriver. Donc maintenant, il faut aller chercher les détails, vraiment se repousser. Euh, et puis voilà. Et en termes de voiture, voiture était géniale. L'équipe avait vraiment bien bossé. Maintenant, je pense que euh, niveau équipe, ça va un peu changer d'ici Bahreïn. Quand on a eu 3 jours d'essais Mm. préparatifs sur ce circuit, tout le monde va être calé. Donc là, ce sera différent des autres courses où on aura vraiment direct une FP et une qualif. Là, ça va vraiment être spécial, mais on est prêt. Pour toi, les essais qui ont eu lieu, on le rappelle, hein, à la fin du mois de mars, du côté de Sakir, là où aura lieu d'ailleurs la course que tu vas disputer, le meeting que tu vas disputer ce week-end, tu penses que justement ces 2, 3 jours d'essais vont bouleverser un petit peu la hiérarchie ou resserrer, on va dire, l'écart de perfo entre les différentes voitures? Je pense que oui. Je pense que là, les écarts en quali vont être minimes si tout se passe bien, s'il n'y a pas de drapeau rouge ou quoi. Donc ça va vraiment être intéressant. Après, voilà, moi ce que j'aime, c'est arriver sur un circuit, s'adapter rapidement et tout ça. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que c'est une force entre guillemets. J'ai toujours aimé arriver sur un circuit, découvrir et chercher les limites. Alors ce week-end, ça va être spécial, ça va être différent, ça va plus être comme un week-end de Fréca, on va dire, je pense. Euh, et Bahreïn, c'est un circuit qui demande beaucoup aux pneus en termes de dégradation. Mais voilà, on a beaucoup de plans prévus pour ce week-end et qu'on va étudier quand je vais arriver là-bas jeudi et qu'on soit vraiment calé. C'était la première fois que tu roulais à Sakir, du coup. Tu as pu découvrir le Ouais, circuit. première fois, ouais. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme circuit. Après, voilà, c'est assez spécial quand on peut attaquer le premier virage, les pneus nickel, et on arrive au troisième secteur, on n'a plus de pneus et on peut plus rien faire parce que c'est vraiment un asphalte très abrasif. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'il faut être très fin avec le volant, pas user les pneus et en course, ça va être vraiment, vraiment important de gérer les pneus pour pouvoir remonter en fin de course.
Tu penses que justement ceux qui ont déjà au moins une année d'expérience auront un petit avantage du coup sur ce type de tracé? Je pense que de mon côté, on a très bien bossé pendant les essais en termes de rythme de course et tout ça, encore apprendre la dégradation du pneu. Donc, je pense que ce sera assez groupé quand même. On verra, mais c'est vrai que les mecs qui sont là depuis une année ou 2 années, ils savent vraiment comment commencer la course et tout ça, mais ça me fait pas peur. Voilà, on va découvrir tout ça et on verra. Bon, on l'a dit, il y a eu qu'un seul meeting, mais quand même, moi je me fais kiffer, je regarde le classement et je vois que tu es deuxième de ce classement de F3. Juste derrière d'ailleurs Raphaël Camara qui a été Oh, ciao. champion l'année dernière en Freca. Euh, c'est quoi l'objectif que tu t'es fixé, toi, dans cette saison? Est-ce qu'il y a un classement? Est-ce que d'ailleurs, même tu t'es fixé un objectif? Est-ce qu'il y a un classement? Est-ce que c'est un objectif, tu vois, de laisser une bonne impression aux observateurs, aux différents teams, écuries, académiques? Et ce serait quoi, toi, la saison parfaite en 2025? Pour moi, la saison parfaite, c'est voilà, marquer des points, continuer si on peut aller chercher des podiums, montrer que je peux être présent, que je suis régulier, sans faire d'erreur aussi. C'est très important, à mon avis, pour les observateurs de voilà, pas casser des voitures, être propre, et aussi montrer qu'on peut attaquer, au moment où il faut, qu'il faut attaquer, je peux le faire et tout avec une maîtrise absolue. Il y a une petite expérience dont on n'a pas parlé tout à l'heure et je rebasculerai sur la F3. Tu as fait Macao depuis qu'on s'est vu. J'ai fait Macao. Ouais, Et ça, c'est une folie c'était parce que tu c'était vois, fou. ouais, justement, il faut qu'on en parle parce que on a eu l'occasion d'en parler, tu sais, avec Isaac Adjar. Isaac qui nous avait dit que c'était une dinguerie. C'est-à-dire, en fait, lui, ce qu'il nous disait, c'est je l'ai fait une fois, c'est bon, c'est fait. Fallait le faire. C'était genre un truc, tu vois, une sorte d'objectif à faire. Mais il a dit, genre, c'est un truc de fou et je l'ai fait une fois, c'est bon. Je le referai pas deux, quoi, tu vois. Toi, comment tu as vécu le truc? Comment tu pourrais expliquer à des gens qui sont pas pilotes, qu'est-ce que ça représente Macao? C'est quoi? C'est le truc le plus dangereux, c'est le truc le plus fou que tu as jamais fait? C'est le truc le plus dangereux. De loin, ça fait vraiment peur. Notamment cette année, on a commencé sous la pluie. Alors, partir sous la pluie à Macao quand tu connais pas, c'est chaud. C'est très chaud. Mais j'ai dû faire peut-être 600 tours sur le simulateur avant. Et Macao, c'est long, hein. Le tracé est long. J'ai dû faire 600 tours sur le simulateur. J'ai essayé vraiment de tout connaître par cœur, regarder des vidéos. Et voilà, j'ai rien cassé, donc c'était génial. Mais l'expérience est folle. C'est un circuit où vraiment on voit la vitesse défiler. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Je pense que c'est pire que Monaco, Ouais. niveau physique, niveau pilotage, technicité et tout ça. Mais bon, moi, mon objectif, c'était de le faire pour se préparer pour potentiellement d'autres circuits en ville, comme Monaco cette année, par exemple. Euh, Parce que maintenant, voilà, je sais que être à côté d'un rail, ça va plus trop me déranger, alors que quand je suis arrivé là-bas, ouais, le rail, ok, il arrive ici, ouais, faut pas se louper. Tu m'étonnes. Et justement, tu avais une appréhension. J'ai une bêtise, la veille d'une course à Macao, t'es un peu plus anxieux, on va dire, que pour n'importe quelle autre course ou non, tu as ta routine et on va dire, le danger, quelque part, c'est quelque chose qu'on met de côté quand on est pilote, on est bien obligé. C'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Ça, il n'y a pas le choix. Je pense que si on a peur, vaut mieux arrêter. Mais c'est vrai que ouais, quand on se fait une petite frayeur, bah mon Mm. cerveau automatiquement il se repose la question est-ce que je fais bien d'être là? Mais la routine, alors non, c'était à peu près pareil. Macao, c'est assez spécial car il y avait vraiment une atmosphère et quelque chose de difficile à décrire, mais voilà, spécial. Mais si je pouvais le refaire, je le referais 1000 fois parce que c'est même le plaisir de rouler une fois qu'on maîtrise tout, qu'on sait où faut freiner, où attaquer et qu'on prend du plaisir à rouler, c'est juste magique. Et du coup, tu as kiffé on va dire, le côté circuit urbain. C'est quelque chose que tu as hâte de redécouvrir justement avec l'étape de Monaco, notamment. Ouais, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, être précis, mettre la roue au bon endroit,
freiner au bon moment. Après, voilà, pour moi, ce qui permet d'être rapide dans un circuit urbain, c'est vraiment freiner tard. Le mec qui va freiner le plus tard, sans se sortir, sera rapide parce que on a vraiment cet effet de vitesse quand on arrive dans un virage et on a tendance à freiner un peu plus tôt par réflexe, par la vitesse. Mais en fait, voilà, faut se faire confiance et c'est là que mentalement aussi, il faut pas craquer. Bien sûr. Monaco, en plus, cette année, il va arriver un moment qui va être charnière, on va dire, dans ta saison, parce que le calendrier est particulier en FIA F3. C'est-à-dire que pour bien expliquer aux gens, au mois de mai, il y a 3 courses. Et ensuite, tu as une coupure, je crois, à peu près de 3 semaines, un mois. Et ensuite, entre C'est fin ça. juin et début août, tu rebascules sur 4 courses. Trois courses, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Trois, grosso quatre courses. modo, tu as 7 courses qui vont avoir lieu sur l'été, et après, au retour de l'été, tu as Monza, et je crois que la saison est, je C'est crois que fini. la saison est terminée. Ça va être un moment qui va être clé pour toi, parce que c'est à ce moment-là, entre guillemets, qu'il va falloir montrer que tu es performant, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, après, je me mets pas la pression là-dessus. Je sais que ça va le faire. Voilà, j'ai vraiment un Grand Prix où j'ai hâte d'aller. C'est mythique, ça m'a toujours fait rêver, comme je pense la plupart des pilotes d'ailleurs, mais c'est sûr que ce sera un moment clé. Après, voilà, ça reste un Grand Prix comme un autre. Les points, c'est les mêmes. Écoute, on verra. Comment tu appréhendes justement ce calendrier? Parce que j'imagine qu'il y a des moments off. Alors, ça permet de travailler, comme tu nous expliquais, sur le simu, bien sûr, avec l'équipe, avec ton ingénieur pour tout l'aspect justement communication, etc. Mais comment on appréhende le fait de pouvoir rester comme ça pendant un mois sans compétition, et derrière de basculer sur des enchaînements double header, je crois d'ailleurs pour vous. Ouais, et surtout, le pire, c'est qu'on arrive, après un mois de coupure, on arrive en free practice 30 minutes et c'est la qualif. Donc ça c'est peut-être le plus dur, mais voilà, pendant ces semaines off ou ces mois off, c'est de l'entraînement, du simulateur, essayer de pas perdre la main. Si je peux aller faire, je sais pas, quelque chose en dehors, rouler dans n'importe quoi, je le ferai. Et voilà, pas perdre l'habitude, pas perdre cette appréhension de vitesse, ce feeling de frein. Et c'est très important parce que le simulateur, c'est une chose pour moi, mais ça fait pas tout. Euh, faut se préparer au max sur tous les points. Mhm. Est-ce que c'est un objectif, toi, à l'issue de cette saison, de justement monter, pardon, excuse-moi, dans une académie et l'intégrer? Ouais, c'est sûr que voilà, je suis preneur. Il faut ça pour pouvoir évoluer après dans les catégories suivantes, soit en F2 ou pour accéder à la Formule 1. Mais c'est pas quelque chose qui me met la pression ou que j'ai vraiment envie. Voilà, enfin, forcément j'ai envie, mais je me mettrai pas la pression pour ça. Je me dis que si les résultats sont là, ça viendra. Et après, ce sera à nous de faire le bon choix aussi. Euh, voilà, ça, c'est tout ce que je me souhaite, mais c'est vrai que ça reste un objectif quand même de cette saison, pouvoir à la fin de saison décrocher une académie pour pouvoir me pousser, me booster encore plus haut. Ouais. Le plan idéal pour toi, ce serait quoi? Est-ce que tu t'es fixé un temps, par exemple, en F3, ou là, pour le moment, tu es vraiment, entre guillemets, au jour le jour? C'est-à-dire que tu sais que tu es engagé en F3 et de ta performance va découler, entre guillemets, la suite. Est-ce qu'il y a un plan établi, ou est-ce que justement, tu es vraiment focus sur le présent, on va dire, pour construire le futur? Je suis focus sur le présent. Voilà. Si ça doit venir, ça viendra. Voilà, le plus tôt possible, le mieux ce sera. Forcément. Mais voilà, jusqu'à présent, j'ai fait sans académie de mon côté, tout ça, et ça a fonctionné. Donc, forcément, le soutien d'une académie, c'est critique, je pense, quand on évolue en F2 ou voilà, pour accéder à la Formule 1, pour avoir un plan futur et final. Mais pour le moment, c'est le jour. Je fais mes courses, il en reste 9 Ouais. et on verra. Eh ben, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Théo. Je t'embête très rapidement parce que demain, tu vas prendre l'avion pour aller à Bahreïn, et on a envie de savoir justement, en dehors du sport automobile, comment tu occupes tes journées, qui tu es vraiment, à travers un petit questionnaire, grosso modo, pour en savoir un peu plus sur tes routines. C'est quoi le son que tu écoutes pour te motiver avant de partir sur une course? Alors, j'aime beaucoup la house. Donc, je dirais Yamor.
Ça, Ok, c'est. Voilà. ok. C'est quoi ton cheat meal après une course éprouvante? Ce que je mange, une banane. Ok. Et genre, Ouais. admettons une course comme à Macao où tu as perdu, je sais pas, enfin, où tu as été éprouvé, tu as fait un effort physique et tu as le droit d'avoir ton menu un peu triche, ce serait quoi le plat idéal? Le plat idéal, un bon pas de pâtes carbo. Ok. Pas de carbo. Jamais déçu avec les pâtes carbo. Si tu avais un choix, grosso modo, on te dit ce soir, bon, tu vas dîner dans un resto, machin truc. Tu peux dîner en tête à tête avec la personne de ton choix. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, ça peut être quelqu'un qui est connu, ça peut être quelqu'un, tu vois, du monde, politique, ce que tu veux. Tu as, une personne, tu vois, tu as l'occasion d'avoir un ticket d'or, la personne de ton choix. Tu peux me dire Mandela, tu peux me dire ce que tu veux, tu vois, n'importe qui, comme, ou quelqu'un de proche de toi, comme tu veux. Mhm. Je dirais Hamilton. Lewis Hamilton. Ah ouais. Ouais. C'est pas forcément mon pilote préféré, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai, enfin, c'est vraiment un objectif pour moi et il apporte vraiment une classe incroyable et je pense que pendant un repas, j'aurais beaucoup à apprendre de lui. Ouais, c'est-à-dire que le truc qui est génial, c'est que non seulement le mec, c'est une légende de la Formule 1, mais en plus de ça, C'est en termes ça. de lifestyle, de flow et Ah, tout, mais etc., complet. tu peux parler de trop de trucs en fait. C'est ça. Ton pilote préféré? Verstappen. Je crois que tu m'as dit Verstappen, pour son agressivité. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. T'as été impressionné là, parce qu'il a délivré ce week-end Dernier là, week-end? Ouais. Ouais, incroyable. Je pense de mon point de vue qu'il n'a pas la meilleure voiture pour le moment, mais que ce qu'il arrive à faire avec ce qu'il a dans les mains, c'est juste incroyable. C'est quoi ton circuit préféré? Macao. Ouais, Ouais. il sera jamais détrôné celui-là. Ah, je pense pas. Pas avant qu'il soit détrôné, il faut vraiment que Ta destination de vacances préférée? la Corse. Ah, là tu me régales. Tu sais que j'ai les origines Ah là, corse. bah oui. Ah, tu me régales, mon vieux. Merci. Ah, mais moi, j'aime trop. Moi, c'est tous les ans, là, j'y vais chez un ami et c'est vraiment mes vacances préférées. T'es un homme de goût. Je le savais, mais tu confirmes Ouais. encore un peu plus. Si demain t'étais en Formule 1, admettons là en 2025, le téléphone sonne et un génie, le même que tout à l'heure, te dit vas-y, c'est bon, t'as un baquet en Formule 1, tu choisis ton coéquipier, ce serait qui parmi la grille 2025? Parmi la grille 2025. Euh, c'est une bonne question. Faut quand même que je sois plus rapide. Ouais, c'est Faut qu'on ça. s'entende bien. Je reconnais le fin Euh, tacticien. je dirais Charles. Oh. Ce serait vraiment. Je pense que c'est un bosseur ouais, je pense on pourrait faire une bonne voiture ensemble. Un bon joli Une bonne tandem. équipe. Le film que tu recommanderais à quelqu'un justement pour passer le temps plus rapidement dans cet avion? Creed 2. Ok, lourd. C'est une Ouais, motivation pour toi? Ça peut être, ouais. tu vois, ce genre de perso, tu Ouais, vois, ouais, mais ça en est une. C'est une motivation et à chaque fois que je peux regarder ce film ou quoi, je me lasse pas, je le mets. C'est vraiment, même si ça reste qu'un film, mais c'est une motivation. Ouais. écoute, je vais te souhaiter deux choses, Théo. J'espère déjà qu'on se revoit vite. La première chose, c'est le maintien de Avec Saint-Etienne grand en Ligue plaisir. 1. Ah Le ouais, main- ça, il va falloir qu'il se bouge. Ça, c'est important. Et puis la deuxième, c'est que tu nous fasses que tu vives une très, 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 très belle saison en F3 et que la prochaine fois, justement, qu'on se voit, qu'on a encore plein de choses à débriefer et que tu puisses nous raconter, en tout cas, de très beaux succès. C'est tout ce que tu mérites. Merci beaucoup. Au plaisir.